Ce programme vous est présenté par Veolia. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce hors-série de Smart Impact consacré aux sources innovantes d'énergie décarbonée. On verra comment récupérer la chaleur des eaux usées pour chauffer et refroidir les bâtiments avec un exemple dans la ville d'Issy-les-Moulineaux. Et puis à Cagnes-sur-Mer, c'est une station d'épuration à énergie positive que nous allons découvrir. Les boues y sont valorisées pour faire du biométhane. Pour découvrir ces deux projets, j'accueille Jean-François Nogrette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le directeur de Veolia France. Tiffaine Bonnier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Maire adjointe au développement durable et à la condition animale à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine évidemment. Et puis avec nous également en duplex, le maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre. Bonjour et bienvenue à vous. Heureux de vous accueillir. Vous êtes également président délégué de la métropole Nice Côte d'Azur. Une question un peu générale pour commencer, Jean-François Nogrette. Quand on pense énergie décarbonée, c'est vrai que spontanément, on va dire l'éolien, le photovoltaïque. Là, avec ces deux projets, on voit qu'on peut produire de l'énergie verte autrement, c'est ça ? C'est exactement ça. Et je trouve très inspirant d'avoir la chance d'avoir ces deux élus qui ont une vision là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand on construit pour un monde dans 30 ans, dans 50 ans. Donc on construit, on doit s'adapter à un monde qui change, à un climat où il y aura plus 2, plus 3 degrés en France. La France est le pays qui se réchauffe le plus vite. Et donc, dans cet enjeu de décarbonation, dans cet enjeu de production locale d'énergie, on a deux exemples ici de production d'énergie locale décarbonante. C'est la position que souhaite occuper Veolia en soutenant les initiatives locales, comme on va en parler tout de suite. Oui, on va évidemment détailler tout ça. On commence avec ce projet ici, énergie verte. Tiffaine Bonnier, expliquez-nous de quoi il s'agit. Tout à fait. Donc, c'est dans le cadre du projet de la ZAC, donc zone d'aménagement concerté dans le quartier Léon Blum. C'est suite à l'arrivée donc, de cette nouvelle ligne de transport, le Grand Paris Express. Ouais. Qu'a été envisagée la requalification globale de ce quartier, donc avec notamment effectivement la construction de nouveaux logements, avec également commerce, école, crèche, le réaménagement de l'espace public, et donc pour pouvoir en fait couvrir ces besoins énergétiques de ces nouveaux bâtiments, il a été envisagé effectivement cette nouvelle, on va dire, technologie, ingénierie. Donc utilisation des eaux usées, c'est ça ? C'est ça. Et à la fois, la nouveauté, c'est quoi ? C'est de chauffer et refroidir avec le même système ? C'est un réseau de chaleur et de froid, effectivement. Donc sur l'ingénierie, je laisserai peut-être Monsieur compléter. Mais voilà, c'est récupérer les calories en fait des eaux usées, mais également capter la chaleur dans les eaux, les nappes phréatiques. Oui, alors ça, on l'évoquera aussi. C'est une première en Ile-de-France de faire les deux, parce que utiliser les eaux pures chauffées, je pense que ça existe déjà, mais chauffer et refroidir, ça n'a jamais été fait dans la région ? Effectivement, c'est assez novateur, en sachant que, je prêche pour ma paroisse, mais la ville d'Issy-les-Moulineaux, sur ces sujets-là, est quand même assez précurseur, puisqu'il y a eu déjà le fort d'Issy-les-Moulineaux dès 2013, la ZAC des bords de Seine en 2015, et le cœur de ville, en fait, avec une géothermie aussi inversée en 2022. Donc il y avait déjà une acculturation, entre guillemets, à ces questions-là. Quels étaient... Ah oui, on est au début du projet, vous nous l'expliquerez, mais quels sont les défis à relever pour un projet comme celui-là ? Les défis à relever, ça va être en fait cette régulation. Voilà, on a une source de calories à peu près stable en température, donc c'est une chance. Et encore une fois, quand on fait des nouveaux ouvrages, aujourd'hui on va essayer de libérer l'énergie qu'on trouve, quel que soit l'ouvrage. Surtout ne pas perdre d'énergie. Voilà, et ça c'est nouveau, ça fait très longtemps qu'il y a des canalisations d'eau usée partout dans le monde, et là il y a encore peu d'expérience, il y en a quelques-unes. Voilà. Et donc là, l'enjeu, ça va être plutôt le savoir-faire sur l'échange de chaleur, on le domine, on a des brevets depuis très longtemps. Là, ça va être l'enjeu de la régulation. En fait, comment s'adapter rapidement à la température, etc., de façon à passer du chaud au froid et à avoir
le confort et le bien-être qu'on doit à cette population locale. C'est pas un projet d'ingénierie, c'est un projet de la vivabilité dans ces bâtiments en fait. Parce que ces eaux usées, on est à quoi? On est à, je sais pas, 12, 15 degrés, c'est quoi? Et puis alors comment? Alors moi, je suis hyper curieux de ça. Comment on en fait du chaud ou du froid? Parce que c'est ça le défi aussi. Donc voilà, donc il y a une combinaison avec la géothermie. Donc une nappe phréatique, on est plutôt, on va pas très très profond, mais quand on remonte l'eau, elle est plutôt autour de 10 degrés, 11 degrés. Donc on a du froid. Donc là, et on en a toute l'année. Et 24 heures sur 24, c'est pas intermittent. Ça c'est quoi? C'est à quelques dizaines de mètres? Voilà, on est à 20-30 mètres. D'accord. Il n'y a pas besoin de creuser trop profond. Non, il n'y a pas besoin. Donc c'est pas déstabilisant sur les ouvrages. Donc du coup, on peut le faire en ville. Et ça, il y a du savoir-faire local ici, les Moulineaux. Voilà. Donc on bénéficie de ça. Et au fond, c'est plutôt la nouveauté, ça va être le dispositif digital de régulation de façon. Et là, on est dans une ville très digitalisée. Donc, on a avec nous un partenaire local qui est dans sa vision. Et pour nous, c'est un bonheur de l'accompagner. Oui, c'était plus facile parce qu'il y avait déjà cette numérisation dans la ville. Bien compris. On se tourne vers Cagnes-sur-Mer une première fois. Louis Nègre, on va parler donc d'une station d'épuration pas comme les autres. Vous allez nous la présenter déjà pour expliquer. Station. Alors, on a déjà dans cette émission souvent employé ces termes d'énergie positive. On le dit pour des bâtiments, par exemple, une station d'épuration à énergie positive. Ça veut dire quoi? Ça consiste en quoi? Si vous le permettez, peut-être avant même de définir l'énergie positive à Cagnes-sur-Mer, je voulais simplement rappeler que la commune de Cagnes-sur-Mer a été la première commune en 1960 à avoir une station d'épuration. Et aujourd'hui, nous avons une station d'épuration qui est encore la première en France pour deux raisons. La première, c'est passé par un marché de performance, qu'on appelle un marché de performance aujourd'hui. C'est la première fois en France où on fait la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance par le même. Donc, on n'a qu'un seul responsable. Et nous, collectivités locales, ça nous simplifie énormément la vie d'avoir un seul responsable. Et donc, aujourd'hui, nous sommes encore très innovants. C'est la première station à énergie positive en France parce qu'on va récupérer des calories, comme l'a dit le directeur général tout à l'heure, sur les canalisations, on va sur les sécheurs, on va utiliser la digestion des boues pour faire du biométhane que l'on va injecter dans le circuit GRDF qui permet de récupérer 15 millions de mètres cubes, de kilowatts par an, d'avoir à peu près 5000 foyers qui peuvent être justement irrigués par cette énergie. Et en plus, nous avons une vision, la station d'épuration a ouvert en 2021, le lancement de l'appel d'offres a eu lieu en 2014. Vous voyez le temps qu'il faut pour à la fois l'appel d'offres et construire. Elle fonctionne bien et d'ores et déjà, on est sur la prochaine étape avec la réut, c'est-à-dire la réutilisation de l'eau usée, sur lequel nous pourrions faire de grands progrès pour préserver notre ressource en eau, puisque nous avons l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, qui est le premier de province, qui utilise 130 000 mètres cubes d'eau par an pompée dans la phréatique. Et nous, avec la station d'épuration, on pourrait utiliser justement cette station pour permettre d'obtenir ce résultat. Donc c'est très gagnant-gagnant pour tout le monde. Je vous interromps, pardon, mais Jean-François Noguret disait on se projette, parce que c'est vraiment ça, quoi. Vous nous dites, ça a été lancé en 2014, ouvert en 2021, et là on se projette pour quoi? Des décennies? C'est une station d'épuration pour combien de générations, en quelque sorte? Ces stations d'épuration sont faites pour une cinquantaine d'années. Mais en fait, comme le monde évolue à grande vitesse, on s'adapte. Et avec Veolia, qui est un partenaire fiable, solide, et d'ailleurs qui a gagné, entre nous a dit, l'appel d'offres à l'unanimité, nous avons la capacité de nous projeter avec, par exemple, non seulement la réutilisation de l'eau, et nous avons ce gros dossier actuellement, mais nous avons également une station de recherche des micropolluants et de traitement. Ça, c'est la prochaine étape que va nous demander de toute manière l'Europe. Et donc, à Cagnes-sur-Mer, avec Veolia, on est capable de s'engager dans cette voie-là. Alors on va regarder, on va voir quelques chiffres clés sur cette station d'épuration à Cagnes-sur-Mer, sur sa capacité, 160 000 équivalents habitants, la production de biométhane équivalent pour 5 500 habitants chauffés par an. Tiens, ça veut dire quoi? Petite question toute simple, mais 160 000 équivalents habitants.
Pourquoi on emploie cette expression-là, tiens? Parce qu'en fait, l'eau usée peut venir de toutes sortes d'activités, etc. Et pour se mettre d'accord, on sait qu'un habitant produit tant d'eau usée, etc. Donc pour une grande masse, on va utiliser la notion d'équivalent habitant. Mais derrière, il peut y avoir des boucheries, des choses. D'accord, ok, bien compris. Quand le maire de Cagnes nous disait, c'est la première fois qu'un marché conception, réalisation, exploitation, maintenance conclut pour une station d'épuration. Je vois bien les avantages pour l'élu. Vous, ça vous donne une responsabilité plus importante? Alors, c'est une responsabilité, c'est aussi une chance, puisque là, dans ce type de marché, on a la vision de l'élu local. Il y a beaucoup de choses. C'est en entrée de ville pour une station d'épuration, c'est pas facile. Il y avait une vraie vision locale, et pour nous, c'est une chance de pouvoir déployer à la fois des solutions, des technologies, de se lancer dans une aventure long terme. Vous avez compris que c'est quelque chose de vivant, et ça répond à cette nouveauté qui est toute l'infrastructure classique va être un peu détournée. On va tous être consommateurs d'énergie et producteurs d'énergie locale. Donc les deux élus qu'on a avec nous aujourd'hui sont en train de nous dire ça sur des canalisations d'eau usée, sur des stations d'épuration. C'est pas seulement, il y aura des photovoltaïques, etc. Mais c'est pas une nouvelle technologie, c'est en fait, on va adapter l'infrastructure au fur et à mesure qu'on doit la redéployer. C'est pas des constructions qui sont faites uniquement pour ça, mais voilà, on va continuer à véhiculer l'eau usée, mais voilà, la canalisation va être un producteur d'énergie, et comme la station d'épuration devient un producteur d'énergie, et donc les villes, les territoires deviennent aussi des consommateurs et des producteurs d'énergie. Donc pour Veolia en France, c'est une vision qu'on porte complètement, parce que d'ici 2027, Veolia produira autant qu'il consomme en France. On aura les moyens de devenir quasiment autonome en énergie. Tous les services de Veolia. Via tous les contrats que vous aurez pu signer, c'est ça la logique? Voilà, et puis on complète notre dispositif à partir de tout ça avec de la ressource locale. Je vois cette logique aussi pour des élus, évidemment, de ne pas être dépendant d'une seule source d'énergie renouvelable. Et ça pose à chaque fois la question de l'acceptabilité. Je veux bien vous entendre là-dessus, Tiffaine Bonnier. Parce que moi, je l'ai souvent évoqué dans cette émission, quand il y a un nouveau projet, tout le monde trouve ça super, les énergies renouvelables. Et puis, quand ça arrive près de chez vous, on se dit, oh là là, est-ce que j'ai envie d'une éolienne? Est-ce que j'ai envie de ci et ça? Est-ce que cette question s'est posée, ici, les Moulineaux? Oui, bien évidemment. Et je pense effectivement sur l'ensemble des territoires et pour l'ensemble des élus concernés sur ce genre de sujet. Sur la ville d'Issy les Moulineaux, on a adopté en 2021 le budget climat, qui a été la première initiative de cette envergure en France, où c'est un outil, en fait, de planification, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre par secteur, donc transport, déchets, énergie, mais aussi par acteur, en prenant en compte les ménages, mais également les entreprises et les acteurs publics. Ce budget climat, il a été adopté à l'unanimité, donc déjà ça a montré effectivement, quel que soit finalement le bord politique dans lequel on s'inscrit, il y a cette volonté collective d'aller dans ce sens, effectivement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est tous conscients des limites planétaires, des limites de l'activité humaine, mais voilà. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est tout ce qu'on mène sur la ville d'Issy-les-Moulineaux, beaucoup de sensibilisation et de pédagogie. Il faut savoir que sur ces gros projets, donc la ZAC Léon Blum, mais sur l'ensemble que j'ai cité tout à l'heure, ce sont des mois, voire des années, en fait, donc on réfléchit ensemble. Évidemment, il y a tous les actes administratifs d'appel d'offres qui sont longs, mais il y a aussi les réunions publiques qu'on fait avec les habitants, avec les acteurs, les commerçants, pour leur dire, voilà, aujourd'hui, il y a ça. C'est plus facile, pardon de vous interrompre, là c'est un nouveau quartier dont on parle. C'est plus facile quand c'est un nouveau quartier que quand on essaye d'innover dans un quartier déjà existant, forcément, j'imagine. Oui, en sachant que même quand on parle de la ville d'Issy-les-Moulineaux, c'est une ville déjà très urbaine aux portes de Paris, donc on n'est pas parti d'un champ où il n'y avait rien. Donc voilà, effectivement, c'est un nouveau quartier, mais on part sur de l'existant. Donc c'est là où on fait effectivement toute la pédagogie. On va voir les habitants. Il y a toutes
on va dire les activités classiques de boitage ou autres, mais c'est surtout les réunions publiques en fait où on met les professionnels, on les invite et on leur demande d'expliquer aux habitants, mais aussi les habitants de poser leurs questions. Et il faut savoir qu'entre le démarrage d'un projet et la réalisation finale, le moment de la livraison, il y a eu des adaptations justement pour prendre en compte différentes perceptions, différents ressentis, différentes demandes. C'est aussi votre rôle, ça ? Oui, en fait, de rassurer d'une certaine façon. Et d'accompagner la pédagogie de l'élu local. On ne va pas se substituer à l'élu local, ce n'est pas une solution technocratique, mais c'est très important puisque hier on a fait paraître un sondage, un baromètre, et je vais retenir juste un chiffre, 68% des Français ont du mal à imaginer qu'est-ce que c'est qu'un monde, c'est quoi les solutions d'un monde décarboné. Eh bien, voilà, c'est cette politique locale qui apporte des solutions, et ce sont des solutions à portée de main. Aller chercher les calories, voilà, ça oui, d'un seul coup, on se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, quoi. Voilà, tout d'un coup, on se sent ridicule d'avoir attendu ce moment-là pour le faire, mais c'est tout. Et au fond, voilà, donc ça, c'est cette énergie à portée de main, et ce travail qui est fait localement, il est indispensable. Le fait qu'une commune adopte un budget climat, est-ce que ça vous, alors j'allais dire simplifie la tâche, c'est peut-être pas la bonne expression, mais est-ce que ça vous permet aussi d'avoir une vision à plus long terme de la façon dont vous pouvez travailler, éventuellement imaginer de nouvelles solutions, proposer autre chose à une commune ? Je pense que c'est important pour tous, à la fois pour une vision un peu long terme de l'élu, une vision travaillée. Un budget climat, c'est pas quelque chose qu'on fait en 24 heures. Et puis, c'est important pour les gens qui viennent s'installer ou ceux qui vivent là. Donc finalement, ça sert tout le monde. Et nous, ça nous permet aussi de projeter notre innovation. Voilà. Donc on comprend qu'ici, les Moulineaux va avoir... aujourd'hui, on parle de producteurs-consommateurs d'énergie, on parle de prosumeurs. Ici, les Moulineaux va être prosumeurs comme Cagnes-sur-Mer. Et donc... voilà, ça va inspirer beaucoup de gens. Louis Nègre, cette station d'épuration à Cagnes-sur-Mer, où est-elle située ? Vous nous parliez d'entrée de ville, et puis alors ça représentait quoi comme défi ? C'était pas si simple, je crois. Non, c'était pas si simple, mais nous, on a vu la différence avant et après. On a été les premiers à en créer une sur la Côte d'Azur, mais on l'avait créée au bord de mer, et ensuite, on a eu des habitations qui se sont construites. Donc, vous imaginez une station d'épuration à bassin ouvert, avec toutes les pollutions, notamment olfactives, c'était un vrai problème avec de vraies nuisances. Donc, la première décision que nous avons prise, c'est dans le cahier des charges d'obtenir le niveau le plus élevé possible au niveau de la protection de l'environnement et des abords. Et donc, nous avons désormais une certification environnementale internationale, BREEAM, Very Good. C'est ce qu'on fait quasiment de mieux dans ce domaine-là. Deuxièmement, nous avons donc supprimé, puisque c'était l'objectif de cette nouvelle station, c'était de supprimer toutes les nuisances pour l'environnement. C'est ce que nous avons réussi à obtenir. Alors, M. Nogrette pourrait vous parler des doubles sas que nous avons introduits dans la conception de cette station pour arriver au résultat. Et nous arrivons au résultat, puisque nous sommes en 2024, la station fonctionne depuis 2021, on est en milieu urbain de la Côte d'Azur, au bord de mer, et aujourd'hui, nous n'avons pas de difficultés particulières. C'est dire le changement considérable que les concepteurs de stations d'épuration ont pu faire. Et puis, grâce à cette nouvelle station que nous avons située entre l'hippodrome et l'autoroute, eh bien, nous avons récupéré l'ancien terrain de la première station d'épuration et nous en avons fait un parc urbain, le parc de la Méditerranée, 10 000 mètres carrés, offert au public, de végétalisation, d'espaces de jeu pour les enfants. C'est un énorme succès. Donc c'est une opération qui a été gagnante pour tout le monde. Et vous avez aussi mis en place un bassin d'orage. Je veux bien savoir où il est situé et puis surtout à quoi il va servir. On l'imagine bien, mais expliquez-nous. Oui, le bassin d'orage sert simplement lorsqu'on a des orages, notamment méditerranéens, c'est-à-dire de fortes pluies intenses. Et donc, à ce moment-là, vous avez une arrivée considérable d'eau, et cette eau-là, eh bien, va déborder tout de suite, parce que les tuyaux ne sont pas prévus au départ pour ces orages méditerranéens, et donc vous déversez dans le milieu naturel, ce qui n'est pas l'idéal.
Donc, nous avons construit avec Veolia un bassin d'orage qui permet de récupérer les eaux sur 2000. On a une réserve de 2000 mètres cubes, ce qui est important, et ce qui nous permet d'éviter de rejeter dans le milieu naturel ces eaux de surface. Jean-François Nogrette, ces deux projets, si on fait un comparatif, en quoi ils sont vertueux, plus vertueux pour l'environnement? Si on prend ici les Moulineaux, si on comparait un projet de gaz, par exemple, pour chauffer un quartier, quelle est la différence? Alors, il y en a deux grandes. Il y en a un, et c'est souvent le cas dans ces projets-là, on va substituer des achats d'énergie fossile récurrente par un investissement qui va fonctionner avec une énergie locale. Là, qui va fonctionner avec l'eau du sous-sol et les eaux usées. Donc, au fond, c'est comment ne pas être en surinvestissement durable. Donc, ça, c'est tout l'enjeu aussi du budget. Et de souveraineté, pardon de nous interrompre, parce qu'on n'est pas dépendant de exactement. ce qui peut se passer ailleurs sur la planète. On renforce la souveraineté locale. Voilà. Donc, et puis... les Français l'expriment aussi dans le sondage. Il y a un attachement avec cette énergie de proximité. Et donc, dans les deux cas, on a ça. On a, au départ, une station d'épuration. C'est fait vraiment pour dépolluer les eaux. On vient d'en parler avec les bassins d'orage, etc. Et en fait, la vision de l'élu, c'est aussi d'en tirer un avantage supplémentaire dans cette vision souveraine sur un peu plus de souveraineté. Dans un monde où la capacité d'investissement ne va pas être démultipliée. Et pourtant, voilà, on fait du pas à pas sur la transformation écologique avec des infrastructures classiques. Donc la station de Cagnes, elle produit un peu plus d'énergie qu'elle n'en consomme. C'est ça le principe. C'est ça, en fait, l'énergie positive, c'est ça. Donc, simplement. Voilà. Alors qu'avant, c'était franchement qu'un grand consommateur d'énergie, comme classiquement, et on avait l'énergie pour ça, etc. Voilà. Donc, au fond, c'est cette ressource locale qu'on va venir chercher avec des infrastructures que de toute façon on doit faire. C'est pas voilà. Donc c'est cette valence un peu nouvelle de rajouter la vision énergie dans l'infrastructure publique. Quelques chiffres clés qui vont dans le sens de ce que vous nous donniez à propos d'ici les Moulineaux, réduction de 80% des émissions de CO2. Donc là c'est en comparatif avec ce qui aurait pu être une solution gaz. Moins de 23 grammes de CO2 au kilowattheure, et puis ça alimente jusqu'à 7 immeubles pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le rafraîchissement. On l'a dit. Est-ce que ça permet aussi de garantir un prix plus stable aux consommateurs? Effectivement, et c'est là où, quand ça a été pensé avant effectivement la crise énergétique qu'on peut encore connaître, même si c'est moins dans les esprits depuis 2022. On est quand même donc effectivement sur une stabilité du prix et potentiellement un gain pouvant aller jusqu'à 25% sur la facture énergétique, ce qui, au-delà effectivement de toute la démarche de transition écologique, transition énergétique, on sait en ce moment dans les sujets de pouvoir d'achat que le Français est attentif aussi à la facture en fin de mois. Donc d'avoir la solution effectivement vertueuse écologique associée à directement une vision, on va dire, financière, c'est plutôt ça va dans le bon sens. On en est où du projet là, à ici les Moulineaux? C'est les premières mises en œuvre, les coups de pioche ont commencé, racontez-nous. Alors effectivement, donc, comme je disais, c'est dans le cadre de la requalification globale d'un quartier. Donc il y a plusieurs éléments à avoir en tête, mais sur le réseau de chaleur et de froid, les travaux vont débuter en 2025 et donc du coup pour une mise en service de ce réseau pour fin 2025. C'est le principe tout simple, c'est quoi? C'est comme une pompe à chaleur qui est installée dans le collecteur d'eau usée, voilà, ça en fait, c'est un échangeur de chaleur. On vient chercher les calories, soit de la nappe phréatique, soit de l'eau usée, en l'occurrence de l'eau usée. Et puis après, effectivement, on rajoute des pompes à chaleur quand on doit réguler. Voilà. Et ça, c'est que le début d'une histoire. Demain, on ira chercher l'énergie du voisin qui produit un peu plus pour le verser à l'autre. Parce qu'en créant ce réseau, on crée un réseau de chaleur. Et donc, on est en train de transformer nos égouts, pour le dire très simplement, en connecteurs, en réseau de chaleur urbain. Et donc, on en répare, on en construit tous les jours des égouts et des conduites d'eau. Et donc, voilà, ça, c'est un nouvel organe. On va libérer un peu l'énergie qui est là à l'intérieur. Et donc, c'est cette vision, et c'est le début d'une longue histoire. Voilà. Et ça inspirera
toutes les cités françaises, j'en suis certain. Ouais. Presque une unité pilote en quelque sorte. Alors, oui, vraiment ici, alors c'est pas leur seul pilote, hein, ils sont pilotes sur beaucoup de choses, mais oui, et c'est surtout, je dirais, à portée de main. On n'est pas dans... voilà, c'est pas une infrastructure qui est là que pour l'énergie, puisqu'au fond, il faut construire ces canalisations d'eau. Hein, voilà. Et on détourne un petit peu. Et cette unité pilote, c'est juste astucieux. Oui, je vous pose la question pour Issy-les-Moulineaux parce que je peux poser la même pour Cagnes-sur-Mer. Voilà. Il y a un côté pilote aussi. Il y a un côté complètement pilote. Oui. Donc là, les technologies, la mise au point, l'injection, en fait... On produit le gaz, comme l'a dit Monsieur le maire, à partir des boues. Oui. Par contre, il faut extraire juste le méthane parce qu'on va l'injecter dans le réseau de Monsieur et Madame Tout-le-monde. Hein. Oui. C'est le réseau de GRDF. Hein. Donc, il a une qualité de données, etc. Voilà, c'est de l'énergie locale, biosourcée. Voilà. Et il y en a dans toutes les stations d'épuration du monde. Donc, ce qu'a ouvert Cagnes-sur-Mer, on va le répéter partout. Hein. Voilà. Et donc, Monsieur le maire, Louis Nègre, il paraît qu'elle est beaucoup visitée, votre station d'épuration, c'est vrai ? Oui, c'est aussi un des objectifs que je m'étais donné et auquel Veolia a bien compris justement cet objectif-là, puisque j'ai souhaité que cette station, qui a quand même coûte 110 millions d'argent public, hein, donc c'est nos contribuables qui la payent. Alors avant, les déchets, on les cachait, on en était quasiment honteux. Maintenant, on les traite avec une technologie haut de gamme. Eh bien, je suis fier de la station d'épuration qu'on a réussi à sortir. Et donc, je veux que la population, les habitants de Cagnes et au-delà, se rendent compte à la fois des efforts faits, de la chance d'avoir des spécialistes qui sont réputés au plan mondial. La France est très très bien classée à ce niveau-là et nous recevons d'ailleurs des délégations du monde entier, notamment chinoise, la dernière, qui est venue voir comment fonctionnait cette station, parce qu'on pourrait aller encore plus loin. Mais la station chinoise équivalente, le responsable me disait il lui faut à peu près 50 à 60 personnes pour la faire fonctionner, quand nous, on fonctionne à 8 personnes. Tout ça parce qu'on est interconnecté, qu'on est au très haut de gamme justement dans ce domaine-là. Et en plus, j'ai souhaité que cette station soit visitable par les écoliers de la commune, et il y a plusieurs communes qui participent, hein. Je suis le président du syndicat, mais il y a Saint-Paul-de-Vence, il y a La Colle, il y a Villeneuve-Loubet, et donc l'ensemble avec la métropole et la CASA, qui sont les deux responsables également, eh bien nous arrivons à faire visiter cette station de A jusqu'à Z avec un parcours pédagogique. On a établi volontairement ce parcours. Bref, ça aussi, c'est quelque chose d'important, me semble-t-il, en tous les cas pour nous, pour indiquer que cet argent public, il y est bien placé, il fonctionne bien dans l'intérêt général. Merci beaucoup, argent public. D'ailleurs, 110 millions d'euros de budget, argent européen aussi, il faut le dire. Je trouve qu'à quelques jours d'une élection européenne, rappeler que l'Europe, ça sert aussi à ça, c'est important. Il y a beaucoup de positifs et de financement grâce à l'Europe. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Voilà, ce Smart Impact consacré aux sources de chaleur, aux stations d'épuration positive, bref, à ces énergies renouvelables auxquelles on ne pense pas forcément spontanément. Merci encore. Et à bientôt. Merci à vous. Ce programme vous a été présenté par Veolia.